Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. La journée africaine de lutte contre la prévention et la corruption, c'est ce 11 juillet. Au Togo, la haute autorité de la prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées appelle à réduire les actes de corruption et à promouvoir la bonne gouvernance, vecteur de développement économique. Les lieux de culte au Togo rouvriront le 17 juillet prochain sur l'ensemble du territoire national de façon partielle et progressive. Dans un communiqué, le gouvernement qui tient au respect des mesures barrières précise que les cultes de nuit et les veillées de prière restent interdits. Les Maliens ne veulent plus de IBK. Une manifestation pour réclamer son départ a fait hier au moins un mort et 20 blessés. Ce mouvement de contestation fait craindre aux partenaires du Mali une aggravation de l'instabilité du pays. Les marchés, ces lieux publics et très fréquentés, constituent des milieux par excellence de propagation du Covid-19. Ils nécessitent par conséquent un soin particulier. Notre invitée, Madame Somialo Pochole Kadia, directrice générale de l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés, va nous parler de la gestion des marchés en cette période de Covid-19. Les autres rubriques de ce magazine pluriel, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Et cette audience, pour commencer à la primature, Georges Agikoun Nana Donkor était hier chez le chef du gouvernement, comme Selom Klassou. Le nouveau président de la BIDC y était dans le cadre d'une prise de contact qui intervient après sa nomination en février dernier. Les deux responsables ont pu échanger sur la coopération entre l'institution financière et le Togo. This morning, basically, I pay a courtesy call on His Excellency the Prime Minister to formally introduce myself to him as the new president of the ECOWAS Bank for Investment and Development EBIT, and to seek to strengthen and consolidate the cooperation that the bank présenter à lui en tant que nouveau président de la BIDC et chercher les voies et moyens de renforcer la coopération entre la BIDC et le Togo. La banque a été créée en 1979 ici au Togo. Et donc, le Togo a accordé de nombreux avantages et privilèges à la BIDC. Et donc, c'est mon devoir en tant que nouveau président de la BIDC de venir me présenter aux autorités et de rechercher l'appui des autorités et de savoir quelles sont les activités du Togo que nous pouvons soutenir également et présenter notre vision. Lors de nos discussions avec le Premier ministre, il s'est montré vraiment ouvert et il a prodigué des conseils, il nous a fait part des difficultés aussi rencontrées par le Togo et les pays membres dues à la crise engendrée par la pandémie. Il nous a conseillé d'être à l'écoute des États membres, de leur apporter notre appui en tant que banque de la communauté. Donc, nous avons échangé en ce qui concerne les divers projets, les domaines prioritaires aussi du Togo et comment renforcer la collaboration entre le Togo et la BIDC. Nous avons également abordé les domaines de grand intérêt pour le Togo, comment relancer les activités économiques. J'avais fait part au Premier ministre de l'action menée par la BIDC en faveur des 15 pays membres pour venir à bout de cette situation sanitaire en octroyant une enveloppe de 1,5 million de dollars à tous les États membres de la sous-région pour lutter contre le Covid-19. Et la BIDC est en discussion avec des partenaires pour solliciter une enveloppe conséquente qu'elle envisage de partager avec les États membres. Et le Togo, évidemment, bien entendu, le Togo ne sera pas oublié. As a result of the COVID-19, and we will come quickly to also support the Togolese government in their effort to fight the pandemic.
Combattre la corruption par des systèmes judiciaires efficaces et efficients, c'est le thème retenu cette année par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plucia à l'occasion de la Journée africaine de la prévention et de lutte contre la corruption. En effet, la corruption étouffe la croissance économique, l'innovation et l'investissement et représente à elle seule une perte de 25% du budget des États africains. Edmond Soba. Plucia accorde plus d'importance à l'appareil judiciaire dans la lutte contre la corruption. D'éminents hommes de droit et spécialistes en matière de corruption ont présenté des exposés sur le thème suivi de débats. Ceci a permis de relever les forces et les faiblesses de la justice togolaise et de faire des propositions pour une lutte plus efficace contre la corruption dans le pays. Wiao et Sorana, président de Plucia. Depuis 2 décennies, l'État a fait beaucoup de choses. Nous avons ratifié les conventions. Au niveau des finances publiques, les marchés publics, le chantier est terminé. Le code pénal a été adopté qui intègre toutes les criminalisations. La haute autorité est créée pour coordonner la lutte et la prévention sur tous les territoires. Les organes de contrôle, la Cour des comptes, la CENTIF, les inspections sont aussi à l'œuvre. Les organes sont créés. Je pense que tout le monde est à l'œuvre pour traquer cet obstacle qui freine le développement de notre pays. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Pius Agbetomé, précise ici le rôle de la justice en matière de corruption. La corruption, c'est une infraction comme toute autre infraction. Et quand un fait est signalé, ce fait doit être porté à la justice, c'est-à-dire la justice doit être saisie. Donc quand le parquet est saisi, le parquet, au regard des faits, peut décider de mettre en mouvement l'action publique pour qu'une enquête soit ouverte et que cette enquête puisse conduire à la manifestation de la vérité pour qu'après, ceux ou celles qui sont impliqués dans les faits délictuels ou criminels visés soient jugés et condamnés. L'Afrique demeure le continent le plus pauvre et le plus endetté malgré ses énormes potentialités et ressources naturelles. La cause principale de ce constat malheureux est et demeure la corruption. Et hier, et dans le même objectif, le Forum togolais de la société civile pour le développement a animé une conférence débat sur la loi 2020-003. Cette loi fixe les conditions de la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, hauts fonctionnaires et autres agents pour la promotion de la bonne gouvernance au Togo. Plé Kirim, directeur exécutif du Forum. Le but, c'est d'amener les concitoyens à savoir que la loi a été votée, promulguée et qu'elle sera entrée en vigueur normalement en janvier 2021. Actuellement, nous sommes en juillet, ça voudra dire que le compte à rebours a commencé et il était important que nous sensibilisions. Nous faisons appel aux partenaires techniques et financiers, au gouvernement, pour que cette loi puisse être vraiment effective. Cette loi est une disposition de la Constitution à son article 145. C'est vrai qu'elle n'avait pas encore été votée, promulguée, mais elle avait déjà cours dans certaines institutions, notamment de l'Office togolais de recettes, au sein de la Plucia, la Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption, puisque ces membres, lorsqu'ils ont été nommés, ils ont fait la déclaration de leurs biens et avant de commencer par travailler. Dans un exposé, le doyen de la faculté de droit à l'université de Lomé, Adjita Shamsidine, a ressorti l'esprit de la loi, ses formes, les personnes concernées, les peines encourues et sa finalité. Prendre ce qui ne vous revient pas de droit, alors que vous êtes payé pour exercer une activité, une fonction, où vous êtes élu pour satisfaire les ambitions d'un peuple qui vous a fait confiance. La corruption est une gangrène qui salit non seulement celui qui est corrompu, mais salit aussi la réputation de l'État, parce qu'on dira toujours que c'est un État des corrompus. C'est une infraction abominable qu'il faut bannir. Je pense que nos administrés, les gouvernants, il faut les former sur les vertus de la bonne gouvernance. Il faut que quelqu'un sache qu'il est payé pour accomplir une mission et que sa position n'est pas une position privilégiée pour s'enrichir. Un village qui a droit à une route, si on vous donne l'argent pour faire cette route et que vous détenez l'argent. Une école qu'on vous dit de construire, vous détenez l'argent. Un pont qu'on vous dit de construire, vous détenez l'argent. Ça donne quelles conséquences sur le plan économique, sur le plan environnemental, sur le plan social? Le corrompu comme le corrupteur, tous sont des dangers publics.
Le représentant du ministre de la Justice, Segbadan Yaouvi, a salué l'initiative qui entend œuvrer à l'assainissement des biens publics. Fermés depuis le 20 mars dernier pour lutter contre le Covid-19, les lieux de culte vont rouvrir partiellement à partir du 17 juillet prochain. Dans un communiqué, le ministre en charge de l'administration territoriale, Payarwa Boukbessi, tient à rappeler un certain nombre de conditions à leur réouverture intégrale. Edouard Sono. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le gouvernement a pris plusieurs mesures, notamment la fermeture temporaire de tous les lieux de culte depuis le 20 mars 2020. Toutefois, compte tenu de la stabilisation relative de la pandémie relevée par le Conseil scientifique et après une large concertation avec les leaders religieux de toutes les confessions de notre pays, le gouvernement envisage la réouverture partielle et progressive des lieux de culte afin de s'assurer que les mesures barrières et le port de masques obligatoires décrétés pour lutter contre cette pandémie seront respectés dans ces lieux de culte. Le gouvernement prévoit, dans un premier temps, d'expérimenter cette ouverture dans un nombre limité de lieux de culte pour chacune des obédiences religieuses de notre pays. Ces lieux de culte d'expérimentation seront choisis par les différents responsables religieux en concertation avec le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales sur la base du nombre fixé par le gouvernement pour chaque confession religieuse par préfecture. Le gouvernement précise que cette reprise partielle des activités religieuses ne concerne que les cultes de journée. Sont et demeurent interdits les cultes de nuit, les veillées de prière ainsi que les veillées funèbres. Cette ouverture partielle des lieux de culte est prévue à partir du vendredi 17 juillet 2020 à 6 heures. Le gouvernement demande aux fidèles dont les lieux de culte habituels ne seront pas ouverts de continuer à prier chez eux et d'éviter d'aller grossir les rangs de ceux dont les lieux de culte sont ouverts, ceci pour éviter de fausser les résultats de l'expérimentation et de retarder davantage l'ouverture définitive et totale des lieux de culte. Signé Payarwa Boukbessi, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature, Oladokoun Wonu David, a entrepris hier à Lomé une tournée de sensibilisation sur le respect des gestes barrières. Ce contact avec les populations vulnérables a permis au ministre en charge de l'Environnement de procéder aussi à la distribution de vivres et non-vivres, des dispositifs de lavage de mains, des masques et de gel hydroalcoolique. La délégation ministérielle était également à la prison civile de Lomé. Idrissou Akibou, directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Nous nous réjouissons de recevoir le don de l'ICESCO à travers le ministère de l'Environnement. Et nous nous réjouissons aussi du fait que le ministère de l'Environnement est pensé aux prisons comme étant la population vulnérable. Et c'est avec plaisir que nous recevons les vivres qui vont naturellement aller aux détenus de la prison civile de Lomé. Il est aussi prévu que les prisons civiles d'Atapamé et de Kara vont bénéficier de ce don-là. Donc merci à l'ICESCO. Nous sommes très satisfaits de la démarche qui a été faite à l'endroit de certaines prisons de notre pays. L'initiative qui a bénéficié de l'appui financier de l'organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture a aussi appuyé, dont l'appui estimé à plus de 12 millions de francs CFA. Monsieur Oladokoun Wonu, ministre en charge de l'environnement. Aujourd'hui, ce qui prévaut dans notre pays, c'est l'effort fait par le gouvernement togolais à travers le leadership du président de la République, son excellence Faure Zina Yassimbe, qui a permis de contenir un tant soit peu la propagation de la Covid-19 dans notre pays. Je crois que au-delà de ce que nous faisons à l'échelle nationale, il y a une chaîne de solidarité qui se tisse avec les partenaires techniques et financiers, mais également des organisations internationales dont le Togo est partie. C'est justement le cas de l'Organisation mondiale islamique.
Des actions similaires sont également prévues à l'intérieur du pays. Opération de reboisement ce matin dans la commune à Guenivé 2. C'est une initiative du club des voisins avec l'appui du groupe Somayaf qui s'inscrit dans le cadre du projet de reboisement des grands axes des municipalités à Guenivé 1 et 2. Docteur Moukana Lardia, coordonnateur du projet. Le club des voisins de Corvée-Sobosito a eu et s'est approché de Somayaf qui n'a lésiné aucun effort pour soutenir cette activité qui est importante dans le sens de préserver notre environnement et la commune d'Agonivé 2. Le club des voisins a jugé utile de mener cette activité pour marquer ce tampon et baptiser cette route de commune verte. Les initiateurs du projet appellent la population au respect et à l'entretien de l'environnement. Situation du Covid-19 au Togo en rappel. 6 des 509 personnes testées hier, 10 juin 2020, sont positives, portant le nombre total des cas positifs à 710. Ces 6 personnes, âgées de 6 à 54 ans se répartissent comme suit. 3 cas parmi les contacts, 3 hommes dans le district 5 à Lomé, 3 cas parmi les suspects, 1 homme dans le district 2 à Lomé, 1 homme dans le district 3 à Lomé et 1 homme à Agoué. 11 nouveaux guéris ont été enregistrés et portent à 494 le nombre total de patients guéris du Covid-19. Le nombre de décès, 15, reste inchangé. Le nombre de cas actifs est de 201. À ce jour, 34 610 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Au moins une personne, un mort et des arrestations en marge de la manifestation contre Ibeka. Il s'agissait de la 3e grande manifestation organisée en moins de 2 mois par la coalition du mouvement du 5 juin. La coalition formée de chefs religieux, d'hommes politiques et de la société civile conteste le président Keïta et réclame son départ. No Rama Lassé. Le mouvement de contestation emmené par l'imam Mahoum Diko, considéré comme très influent, fait craindre aux partenaires du Mali une aggravation de l'instabilité d'un pays déjà confronté depuis 2012 à des attaques djihadistes auxquelles se mêlent depuis 5 ans des violences intercommunautaires. D'autant plus que depuis 2015, le Burkina Faso et le Niger voisin sont en proie au même phénomène. Ce matin, les réseaux sociaux continuaient à fonctionner au ralenti et la télévision nationale a repris ses émissions. L'ORTM avait cessé d'émettre depuis hier après-midi après l'occupation de la cour et du bâtiment par des manifestants. L'Assemblée nationale a également été investie par la foule, du matériel a été emporté et des documents détruits avant l'arrivée des forces de l'ordre. Le mouvement du 5 juin, à l'origine de cette nouvelle journée de protestation, réclame la dissolution du Parlement, la formation d'un gouvernement de transition dont il désignerait le Premier ministre, ainsi que le remplacement des 9 membres de la Cour constitutionnelle accusés de collusion avec le pouvoir. Dans un communiqué, le mouvement a tenu le pouvoir pour responsable des violences, exhorté les forces de l'ordre à protéger les manifestants aux mains nues qui ne défendent que les valeurs démocratiques, laïques et républicaines. Les partis politiques burkinabés rejettent la proposition des députés de reporter les élections législatives pour la fin de l'année 2021. Dans un rapport remis mercredi dernier au président Marc-Christian Kaboré, les députés recommandent un report des élections législatives en avançant des raisons d'insécurité. Selon les parlementaires, il serait difficile de tenir des élections dans plusieurs régions touchées par des attaques djihadistes. Ils ont de fait proposé le décalage de la présidentielle et des législatives du 22 novembre prochain. Mais l'alliance des partis politiques de la majorité présidentielle et les partis de l'opposition préconise le respect du calendrier électoral avec le couplage de la présidentielle et des législatives.
En Guinée, le parti au pouvoir va désigner son candidat à la présidentielle le 5 août prochain. Selon toute vraisemblance, le choix des délégués régionaux devrait se porter sur le président sortant Alpha Condé. Le chef de l'État souhaitant donc respecter le calendrier fixé par la commission électorale indépendante, les électeurs devraient donc être convoqués aux urnes le 18 octobre prochain. La seconde partie de cette édition, dans le souci de limiter la propagation du coronavirus afin de protéger la population, le gouvernement togolais a annoncé de nouvelles dispositions relatives au marché. Ainsi, le port des masques a été rendu obligatoire et ce, jusqu'à nouvel ordre sur tout le territoire national. Et il est même prévu des sanctions à l'encontre d'éventuels auteurs de violation de ces mesures. En définitive, tout manquement par une personne physique aux dispositions prescrites par ordonnance est puni par une amende de police allant de 3 à 20 000 francs CFA. L'auteur de l'infraction pourra donc écoper d'une sanction aggravée en cas de récidive. Quelle est donc la situation du Covid? Comment vit-on la pandémie dans les marchés et avec quel impact? Autant de questions auxquelles notre invitée, Madame Somialo Pocholi-Kadia, va répondre. Madame Somialo Pocholi-Kadia est la directrice générale de l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés. Madame la directrice, bonjour. Bonjour, monsieur Nabide. Alors, nous le savons tous, la pandémie du coronavirus bouleverse depuis le début de l'année les activités dans tous les secteurs. Ma première question est celle-ci. Dites-nous, madame, la situation qui prévaut au niveau des marchés au Togo. Merci. Effectivement, depuis le début de l'année, cette année, comme vous l'avez dit, le monde entier fait face à une crise sanitaire qui ne laisse personne indifférent. Dans les marchés, depuis le déclenchement de cette pandémie, de cette crise sanitaire, donc bien que le gouvernement n'ait pas jugé bon de procéder à la fermeture des marchés, nous avons constaté que nos marchés ont été fortement perturbés. Les activités qui se déroulaient dans nos marchés ont été ralenties. Ceci a été accentué donc suite à certaines mesures prises par le gouvernement, notamment la fermeture des frontières, le bouclage des villes. Cela a entraîné une baisse considérable du flux de fréquentation dans nos marchés. Il faut noter également que depuis l'allègement de certaines mesures par le gouvernement il y a quelques semaines, la situation s'améliore petit à petit. Mais vous savez, je prends l'exemple du grand marché d'Adaolato qui est un grand pôle d'attraction commerciale de la sous-région. Malgré l'allègement de ces mesures de bouclage des villes et de la levée du couvre-feu, ce marché reste toujours impacté ou les activités restent toujours perturbées parce que tant que nos frontières resteront fermées, les activités dans nos marchés seront toujours perturbées parce que la plupart de nos grands marchés sont animés par les clients venant des pays voisins. Oui, alors, à ce point, vous venez d'énumérer plusieurs situations. Comment se fait concrètement la sensibilisation sur les marchés? Oui, depuis le déclenchement de la pandémie en début du mois de mars dans notre pays, nous avons initié des actions de sensibilisation dans nos marchés. Nous avons dans certains marchés des systèmes intégrés de radiodiffusion. Donc nous faisons passer des messages de sensibilisation que le gouvernement avait prévus pour la sensibilisation spécifiquement dans le cadre de cette pandémie. Donc nous passions ces messages sur ces systèmes de radiodiffusion. Dans les marchés où nous n'avons pas ces systèmes intégrés, donc nous avons des équipes initiées des actions de sensibilisation à travers des équipes qui passent dans les marchés
pour sensibiliser avec les mégaphones. Donc, pour sensibiliser les commerçants sur l'existence d'une telle maladie, sur les voies de contamination et sur les mesures barrières ou les comportements qu'il fallait adopter dans nos marchés. Plus tard, le 20 mars, le gouvernement a renforcé ces mesures dans nos marchés, comme vous l'avez dit déjà. Le gouvernement avait rendu obligatoire le port de masque pour chaque commerçant dans les marchés. Et donc, nous avons continué la sensibilisation. Au début, ça n'a pas du tout été facile. Nous avions fait face déjà au rejet d'une présence d'une telle maladie dans notre pays. Donc, petit à petit, avec la sensibilisation de notre côté et aussi les actions de sensibilisation initiées par le gouvernement sur les chaînes radio, télévision, je pense que tout ceci a contribué à ce que nos mamans, nos parents dans les marchés puissent commencer par accepter d'abord l'existence d'une telle maladie et commencer par adopter des gestes barrières. Oui, Madame la directrice, à vous entendre parler, il y a un grand nombre de marchés sur le territoire togolais. Pensez-vous que le message que vous diffusez pour sensibiliser les commerçants, les revendeurs, est-ce que le message sur le terrain est bien accueilli? Oui, je l'avais dit. D'abord, avant de répondre à la question, je voudrais préciser que je suis la directrice de l'EPAM qui gère un certain nombre de marchés sur le territoire de l'ancienne commune de Lomé. Donc, ces messages que nous passions dans nos marchés, pour revenir à votre question, au départ, étaient difficilement acceptés par nos commerçants dans les marchés. Certains ne croyaient même pas à l'existence d'une telle maladie. Nous avons eu des échos, d'autres qui pensaient que c'était plutôt la maladie des Blancs, la maladie des régions où il y a la fraîcheur, et donc étant en Afrique où les pays tropicaux n'étaient pas vraiment concernés, c'est ce que les gens pensaient au début. Mais la sensibilisation nous a aidés à faire accepter cette maladie et à comprendre. Et puis au début, quand nous avions commencé la sensibilisation, les gens ne comprenaient pas parce que, vous savez, la courbe au niveau du Togo a été très lente. C'est-à-dire nous n'avons pas connu des cas de contamination massive comme c'est le cas, même jusqu'à aujourd'hui, dans les pays occidentaux. Je pense que c'est ça qui avait peut-être contribué à ce que les gens se disent, bon, si tel qu'on dit que ça se passe ailleurs, si aujourd'hui on dit on a 1 cas, 2 cas, sur 1 mois, 2 mois, nous n'avons pas connu de grandes contaminations. Mis à part peut-être il y a de cela quelques semaines où nous enregistrons une vingtaine de cas par jour. Et là, les gens, ça a commencé par attirer l'attention des gens pour dire que... Et puis, nous avions enregistré aussi quelques décès malheureusement. Aujourd'hui, nous en sommes à 15. Mais au départ, comme je l'avais dit, ce n'était pas facile de faire accepter aux commerçants cette idée d'existence d'une telle maladie. Et puis, l'observation des mesures barrières était difficile, surtout le port de masques dans les marchés. Les gens avaient l'argument comme quoi ils étouffaient, la chaleur et autres. Mais avec le temps, comme nous continuons la sensibilisation pour leur faire comprendre que c'est vrai qu'il faudrait mieux souffrir de chaleur que de se retrouver dans le centre de prise en charge à Lomé commune, nous avons aussi entre-temps commencé par sanctionner dans nos marchés, sanctionner les récalcitrants, les gens qui ne voulaient pas vraiment se mettre dans les rangs, si je peux m'exprimer ainsi. Donc nous avons constaté quand même que progressivement, nos commerçants ont compris le message. Oui, et une autre question, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la gestion des marchés? Bon, dans la gestion des marchés, globalement, ou en cette période, oui, en cette période, la grosse difficulté que nous avons, c'est que au niveau du port des cache-nez, au moment où les gens ont compris que chacun devait avoir son cache-nez ou son masque,
vous passez faire la sensibilisation ou rappeler aux gens l'importance de porter le cache-nez. Mais dès que vous passez, vous revenez 30 minutes après, vous voyez les gens baisser les cache-nez au niveau du menton, pour certains au niveau du menton, pour les hommes au niveau de leur front ou de la tête. Parfois, vous sensibilisez quelqu'un, vous faites juste un détour d'une minute, vous revenez, il a déjà rabaissé son masque au niveau du menton. La seconde difficulté, c'est la non-utilisation systématique des dispositifs de lavage de mains que nous avons installés dans nos marchés. Au départ, quand nous les avions installés, il y avait eu un engouement. De façon spontanée, les gens s'agglutinaient autour de ces dispositifs de lavage de mains. Mais avec le temps, il y a eu un certain relâchement. Et les femmes, quand nous passions pour les sensibilisations, certaines osaient nous dire qu'ils avaient la paresse de se lever et de faire 2 mètres pour se laver les mains et de revenir s'asseoir. Dans ce cas, nous les conseillons d'avoir à leur niveau, à côté d'elles, une gourde avec de l'eau savonnée pour pouvoir exécuter ces gestes d'hygiène de temps en temps pour vraiment se protéger contre cette maladie. Madame la directrice, nous sommes en train d'aller vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot, un message, un appel à l'endroit des Togolais? Oui, je voudrais dans un premier temps remercier le gouvernement pour les dispositions qui ont été prises dans nos marchés à vue de protéger les commerçants. Je voudrais ensuite féliciter et encourager les agents de l'EPAM qui sont sur le terrain et qui travaillent avec difficulté. Je voudrais les encourager à maintenir le cap de sensibilisation et de contrôle. Et ensuite, encourager nos mamans, nos papas, nos commerçants dans les marchés à continuer par adopter des comportements barrières afin de rompre la chaîne de contamination dans notre pays et que nos activités reprennent normalement pour leur bonheur. C'est donc le souhait de Madame la directrice de l'EPAM, souhait partagé donc par tous les Togolais. Madame la directrice, merci. C'est moi qui vous remercie. Nous recevons tout de suite notre deuxième invité. Nul n'ignore aujourd'hui le rôle que joue la presse dans une société. Les médias dans la lutte contre le Covid-19 jouent leur partition comme dans bien d'autres situations. Au Togo, le Conseil national des patrons de presse CONAP s'arme pour une presse libre et professionnelle. L'instance dirigeante du CONAP investit récemment pour un second mandat, promet des chantiers pour une meilleure visibilité de la corporation et pour un mieux-être des professionnels des médias. Nous recevons pour en savoir davantage le président du CONAP, M. Arimiao Tchanyao. Il est au micro de Gabriel Ahina. Arimiao Tchanyao, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Radio Lomé. 2 ans passés à la tête du CONAP, les membres, à l'unanimité, ont une fois encore renouvelé leur confiance à votre personne. Félicitations. Votre réaction, c'est quoi? C'est un sentiment de joie qui nous anime après cette reconduction. Lorsque le 18 mai 2018, l'ensemble des patrons du patronat qui est le Conseil national des patrons de presse nous plaçait à la tête de l'organisation, il n'était pas évident qu'après 2 ans, les amis, les frères, les consoeurs nous feront à nouveau confiance. Nous sommes rassurés à partir de cette reconduction que la synergie et l'élan que nous avons donné durant les 2 ans ont rassuré les confrères et c'est une marque de confiance. C'est pour cela que nous sommes animés d'un sentiment de joie pour cette reconduction. Alors, je vous demanderai pas c'était quoi le secret, mais qu'est-ce qui a fait que ça a marché de la sorte? Parce que c'est pas évident, comme vous l'avez dit au départ. Je crois qu'il faut dire d'emblée qu'il n'y a pas de secret, mais ce qui s'est passé avec nous pour les 2 ans, c'est l'ouverture. Nous avons tissé la toile d'araignée avec l'ensemble des membres
quand vous posez un édifice et que les membres ou ceux qui vont l'abriter, chacun s'y est impliqué, chacun a apporté sa pierre à sa pose. À la fin, on ne peut que dire que voilà quelque chose de bien qui a été fait. Donc, je n'ai pas travaillé seul avec mon bureau, mais nous avions travaillé main dans la main, en pleine symbiose avec tous les membres d'Anejo à Saint-Cassé et dans tous les coins du pays où nous avons nos membres. Dès votre réélection, vous avez plus mis l'accent sur les défis que vous pensez relever ensemble, encore peut-être avec les autres membres du bureau et la presse en général. Oui, nous avons pensé au renforcement de la confraternité, à maintenir la professionnalisation des confrères. Nous pensons également à la protection sociale, faire en sorte que la convention collective devienne une réalité. Comment faire pour offrir une imprimerie aux membres qui font la presse papier du CONAP, ou pourquoi pas aux autres journalistes qui font du papier. Nous pensons à une messagerie réelle, parce que jusqu'à ce jour, la presse papier qui est focalisée carrément à la capitale n'arrive pas à toucher l'intérieur du pays. L'aide de l'État à la presse qui descend est allée à 150 millions grâce à nous, puisse aller à un seuil qui satisfasse tous les journalistes du pays. Nous pensons également à faire en sorte que le Togo ou la presse togolaise ait un positionnement au plan international. La solidarité doit être mise dans notre monde parce que le journaliste, surtout du privé, il a besoin d'avoir quelque chose de spécial qui lui permet de se sentir dans un monde. Nous allons travailler également à consolider la liberté de presse que nous avons et que le pays nous a offert. Voilà en 10 points les grands chantiers que nous entendons abattre lors de ces 2 années, des prochaines années. D'une manière ramassée, comment comptez-vous arriver à faire tout cela? Comme toujours, je ne crois pas que je peux faire cavalier seul pour réussir. Nous mouillerons le maillot à faire en sorte que la confraternité, elle me tient beaucoup. Pas que je voudrais que la presse togolaise ressemble à quelque chose de particulier. Quand vous allez sur les plateformes WhatsApp aujourd'hui, vous ne verrez que c'est sur les plateformes médias qu'il est régulièrement organisé des séries d'insultes, des séries d'attaques, des séries de règlements de comptes entre confrères. Et ça, vous ne le verrez pas dans le corps des médecins, vous ne le verrez pas ailleurs. Il faut qu'on y travaille pour que les journalistes togolais comprennent enfin que ce qui les unit doit être plus fort que ce qui peut les diviser. Je parlais tantôt de la professionnalisation. Nous avions eu à notre actif 10 séries de formations sur différentes thématiques. Donc nous allons continuer par former les amis. Je parlais également de la protection sociale. La protection sociale, elle nous amène à voir comment faire pour assurer le journaliste du privé. Nous avons ouvert des séries de discussions, on en a fait déjà 2 ou 3 avec INAM pour voir la faisabilité de la chose. Nous allons continuer par échanger avec INAM jusqu'à aboutir à une assurance maladie pour l'ensemble des journalistes du privé. Nous pensons, je le disais tantôt, à la solidarité. Nous allons la renforcer. Et ça, nous avons déjà un projet sur la table que nous sommes en train de traiter, de travailler. Et il nous amènera à asseoir ou à créer dans les mois à venir une mutuelle de la presse privée. Donc cette mutuelle nous permettra de nous garantir la retraite. Nous pensons également positionner le Togo au plan international en faisant en sorte que la presse togolaise se fasse présente lors des grandes rencontres internationales. Et c'était à l'occasion que nous avons fait connaissance avec Reporters sans frontières qui, depuis, nous a fait confiance et foule le sol togolais. Et c'est fort de cela également que Reporters sans frontières arrive à vivre ce qui se fait au Togo, surtout en matière de liberté d'expression. Nous avons le représentant Afrique de l'Ouest qui était pendant 2 fois de suite venu au Togo. Cela lui a permis de voir qu'au Togo, on fait des débats ouverts, des débats libres. Et cela lui a permis de lire les titres qui lui font comprendre que le Togo a une liberté d'expression réelle et que les journalistes exercent librement. Nous ferons en sorte que les journalistes togolais se mettent ensemble pour protéger les acquis. Quand je parle des acquis,
C'est ce que le code nous a offert. Le gouvernant, quand il vous donne des tests ou il vous donne des lois, il protège ce qui les arrange. Il vous revient à vous autres de vous organiser pour arracher l'essentiel qui vous favorise. Nous ferons en sorte que tout cela aille à l'actif de la presse dans son ensemble. Voilà à peu près ce que nous rêvons et comment nous entendons pouvoir les réussir. Comme vous l'avez dit, il y a nécessité de se mettre ensemble pour mener cette bataille. Alors nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien, Monsieur Arimi Wachaniao. Surtout dans votre deuxième mandat, quel peut être aujourd'hui le rôle des journalistes et pourquoi pas l'État? Le rôle du journaliste, c'est de former, d'informer, de sensibiliser, d'éduquer. Et c'est avec fierté que je le dis ici. Nous avons beaucoup de Togolais qui nous écoutent en ce moment. Le journaliste togolais, qu'il soit du public ou du privé, fait du bon boulot aujourd'hui. Je crois que ce que j'attends des confrères, c'est la solidarité. Ce que j'attends des confrères, c'est de nous interpeller directement quand nous faisons le faux pas. Et ce que j'attends des confrères, c'est de faire leur travail avec professionnalisme. Quand je dis professionnalisme, je ne voudrais pas, pendant ces 2 années, être interpellé par ici ou par là, parce qu'il y a des confrères qui ont travaillé et qui n'ont pas fait les béabas du métier. Nous avons des gens, il faut avoir le courage de le dire, qui vont à la dérive de temps en temps. Il y a des gens qui attaquent pour attaquer. Il y a des gens qui écrivent parce qu'ils veulent faire plaisir, ils veulent faire du sans-ça. Je crois que quand tous les confrères se mettront à respecter notre déontologie, notre éthique, et quand ils prendront en compte les béabas que nous avons, je me sentirai très 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 heureux et le monde entier sera satisfait de la presse, surtout celle du Togo pour ce cas là-bas. Il reste à ce que les autorités du pays jouent leur partition. J'ouvre une parenthèse pour dire que lorsque le mal de la Covid-19 a commencé dans le pays, vous avez remarqué le travail incommensurable que la presse a abattu et continue jusqu'à ce jour d'abattre. Quand la Covid est apparue, aucun accompagnement n'a été fait à la presse, surtout la presse du privé. Les gens continuent pas à travailler. Les gens viennent prendre d'assaut les radios, les télés, les gens sollicitent les presses privées écrites. Le gouvernement s'était essayé à donner 20 millions. Nous pensons et croyons fermement que quelque chose de mieux sera fait. Je sais que le chef de l'État, c'est un président qui est à l'écoute de sa population. C'est un président qui est sensible. D'ailleurs, vous l'avez vu, lors de son discours, il a salué le travail que la presse abat. Et je sais que nous sommes comptabilisés. Nous serons pris en compte très prochainement. Arimi Wachaniao, merci. C'est moi qui vous remercie. Dix ans de réclusion criminelle, c'est la peine requise contre le sieur Patrice, 27 ans. Il est accusé de viol sur une fillette de 3 ans. Le récit des faits avec Hélène Assabi dans Écho du Palais. Le nommé Patrice, 27 ans, avait invité la petite fille de 3 ans dans sa chambre aux environs de 17h30. Plus tard, la mère a vu son enfant sortir de la chambre du jeune homme et constata que sa fille a des difficultés à marcher. Elle enleva ensuite son caleçon et découvrit avec choc qu'il y a des traces de sperme sur le sexe de son enfant. Interpellé et interrogé après une enquête préliminaire de la police, Patrice avait reconnu les faits qui lui sont reprochés, mais devant le juge d'instruction, il a tout nié. Le présumé coupable se défendait devant le magistrat que c'est un complot manigancé par les parents de la victime pour lui attirer des ennuis, car étant tous dans une maison de location, c'est lui, Patrice, que le maisonnier a préféré pour administrer sa concession. Malgré ces arguments, Patrice a été reconnu coupable de viol sur mineur et en répression, il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Selon l'avocat de l'accusé, Maître Gbegniran Akwete, son client n'est ni soulagé ni déçu de cette décision finale parce qu'il savait en quelque sorte le sort qui lui est réservé depuis qu'il est gardé en prison. Moralement, cela a été difficile pour l'avocat de défendre ce dossier parce qu'il se sentait père d'une fille d'un tel âge.
Néanmoins, il constate que le verdict proclamé est sévère. En voyant le côté technique du dossier, il y a des manquements graves, selon Maître Gbengra Akwete. L'avocat regrette la non-présentation de l'acte de naissance de la victime, ni le certificat médical dans le dossier pour savoir si l'enfant est effectivement une mineure ou pas. En tout cas, il faut reconnaître que c'est horrible de voir ou d'entendre qu'on a violé une petite fille de 3 ans, alors qu'au Togo, le viol est un crime passible de la peine de 20 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. Du sport et du football, la Ligue européenne des champions, les combinaisons des quarts de finale sont désormais connues. Un tirage clément pour le Paris Saint-Germain qui joue Atalanta Bergame. Fidèle Mawina. Clément, oui, mais le football n'est pas une science exacte. Le Paris Saint-Germain doit affronter son adversaire avec tout son potentiel et son expérience au risque de se faire surprendre. Les hommes de Thomas Tuchel ont hérité de l'Atalanta Bergame, un club qui fait douter même ces derniers temps les gros morceaux italiens. Si le Paris Saint-Germain se qualifie face à la formation italienne, il affrontera Leipzig ou Atlético Madrid en demi-finale. Autre affiche, le vainqueur de la rencontre Man City-Real Madrid sera face au vainqueur Juventus-Lyon en quart de finale. Le vainqueur du match Barcelone-Naples jouera le vainqueur Bayern Munich-Chelsea. Pour les demi-finales potentielles, première demi-finale, vainqueur 1 Real Madrid ou Man City contre Olympique Lyonnais ou Juventus. Vainqueur 3 Naples ou FC Barcelone contre Chelsea ou Bayern Munich. La deuxième demi-finale opposera le vainqueur 2, notamment Leipzig ou Atlético Madrid, au vainqueur 4 Atalanta Bergame ou Paris Saint-Germain. Cyclisme, le quadruple vainqueur du Tour de France, Christophe Froome, qui n'a reçu aucune assurance de la part de son équipe Ineos, s'est finalement engagé avec Startup Nation pour un contrat illimité à partir de 2021. Le natif de Nairobi quittera ainsi la structure britannique après 10 ans de bons et loyaux services. La Fédération anglaise de rugby a annoncé qu'elle allait devoir supprimer 139 postes, soit les quarts des effectifs en raison de la crise financière liée à la pandémie du coronavirus. Pour le président Bill Sweeney, des décisions difficiles doivent être prises eu égard aux défis financiers importants sur le long terme pour toute l'économie. Par ailleurs, le président a rappelé que des pertes à court terme liées notamment à l'annulation des matchs internationaux de l'automne à Twickenham sont estimées à 118 millions d'euros. Tennis, pour clore cette page des sports, Roger Federer envisage désormais une retraite en pleine tournée promotionnelle pour la paire de sneakers qui porte son nom. Le Suisse a confirmé qu'il faudrait se préparer sous peu à vivre le tennis sans lui. L'heure de la retraite est proche et je sais que le circuit va me manquer, a déclaré Roger Federer. L'apparition de la semaine évoque à l'heure une les nouvelles dispositions prises par le gouvernement pour la reprise des activités dans tous les secteurs, notamment la réouverture des lieux de culte et des universités publiques et privées du Togo. Autre mesure, la prorogation de 45 jours de l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État. Revue de presse, Léontine Atogima. Encore 45 jours d'état d'urgence sanitaire pour mieux combattre le coronavirus, remarque Nouvelle Opinion. Selon le journal, si le gouvernement a décidé de proroger l'état d'urgence sanitaire, c'est pour lui permettre de continuer par mettre en œuvre les mesures qui ont été prises pour lutter contre cette pandémie. C'est pas par gaieté de cœur que les autorités ont pris cette décision, ajoute Courrier de la République. L'audience donne plus de précisions sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire.
D'après la parution, c'est après avis favorable de la Cour constitutionnelle que l'état d'urgence décrété au Togo dans le cadre de lutte contre la pandémie du coronavirus est prorogé de 45 jours. Cette situation, si elle permet aux autorités d'avoir la main libre pour prendre les mesures nécessaires à la bonne gouvernance de la pandémie, elle maintient également le Premier ministre Komi Lomklasso à la tête du gouvernement pour encore 45 jours. Le Mania libéré signale dans la foulée que pour cette prorogation de l'état d'urgence sanitaire, les agents de santé réclament une prime spéciale Covid-19. Le ministre de la Santé, Moustapha Midiawa, et les syndicats se sont parlé, rassure Togo Matin. Des résolutions concluantes sont sorties des discussions entre le ministre et les syndicats des agents de son département. Le quotidien privé, dans l'une de ses parutions, aborde également la réouverture partielle des lieux de culte et se demande s'il s'agirait d'un premier pas vers la normalisation totale. Le Canard indépendant trouve que cette décision salutaire est quand même inquiétante. Chronique de la semaine s'inquiète également de ce risque que prend le gouvernement. L'hebdomadaire relève toutefois que tous les lieux de culte ne seront pas ouvert en même temps. Ce sera une phase expérimentale qui consiste en une ouverture progressive, partielle et d'expérimentation du respect des gestes barrières. Ainsi, la conférence épiscopale de l'Église catholique, le Conseil chrétien et l'Union musulmane sont autorisés à ouvrir 5 églises et mosquées dans chaque région administrative et 3 dans chacune des préfectures, poursuit Chronique de la semaine. Le changement note par ailleurs que les églises de foi, elles, autres sont autorisées à rouvrir qu'une église par préfecture, c'est-à-dire 39 sur toute l'étendue du territoire national. Cette ouverture progressive actée, loin de réjouir, frustre des leaders religieux, remarque le changement. Parlant de réouverture, les établissements privés et publics de l'enseignement supérieur rouvrent également leurs portes. La réouverture partielle des universités publiques et privées dans le strict respect des mesures barrières a fait l'objet d'une séance de travail entre le Premier ministre Komi Lomklasso, les responsables des structures d'enseignement et le comité de riposte, écrit Togo Presse. Les différentes parties prenantes ont mené des réflexions relatives aux conditions et dispositions dans lesquelles cette reprise des cours en présentiel devrait être envisagée en lien avec la pandémie du coronavirus, rajoute le grand quotidien national. Toujours dans l'enseignement, le sujet des sextapes des élèves sont également à la une. L'école togolaise en danger, des élèves en mode dépravation sexuelle, déplore Chronique de la semaine. L'école togolaise s'effondre, renchérit Flambeau des démocrates. Inquiétante déviance sexuelle en milieu scolaire. Qui, pour arrêter ce fléau, se demande le bâtisseur? Le ministre en charge des enseignements primaires et secondaires, Acha Didi, va situer les responsabilités, rassure Togo Réveil. L'hebdomadaire rajoute que certaines écoles incriminées annoncent déjà des mesures draconiennes contre ces apprenants. Nécrologie pour finir, la Côte d'Ivoire pleure son Premier ministre. Amadou Gon Koulibaly est décédé mercredi dernier. Le chef de l'État Faure Gnassingbé lui a rendu un hommage. Un homme d'État et un ami du Togo s'en est allé. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Lomé, magazine pluriel de ce samedi, c'est fini. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Mais avant de nous séparer, voici la rubrique sensibilisation. Le Togo apprend des erreurs des pays qui l'ont devancé dans le déconfinement. Il s'agit pour notre pays d'aller progressivement et de façon méthodique afin d'éviter un reconfinement localisé constaté dans certains États après la flambée de nouveaux cas. Juliette Kandé est là pour cette rubrique. L'Afrique a franchi le seuil de 500 000 cas confirmés de coronavirus. Cela représente 100 000 cas supplémentaires depuis le 1er juillet. D'après l'Organisation mondiale de la santé,
22 pays du continent ont vu leur nombre de cas doubler en un mois. Avec plus de 12 000 décès en 5 mois sur le continent, la pandémie est déjà plus meurtrière que l'épidémie de fièvre Ebola qui avait endeuillé l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016, avec 11 308 décès. Au Togo, le gouvernement appelle à apprendre à vivre avec le virus, dans le respect bien entendu des gestes barrières. Ainsi, les activités reprendront progressivement jusqu'au retour à la normale. Colonel Djibril Mohamed. Le Togo tend vers la reprise normale de toutes les activités. La reprise de ces activités ne doit pas être aux dépens de la santé publique. Le bien-être de la population primera sur tout le reste. Il y a eu des allègements des mesures un peu partout, mais ailleurs de façon entre guillemets brutale. Ceci a entraîné une augmentation drastique du nombre de cas dans ces pays et en conséquence un rétropédalage. Les gens sont revenus sur des mesures. Et nous, pour éviter de revenir sur des mesures, sous l'impulsion du chef de l'État, toutes les levées de mesures sont faites de façon progressive et méthodique. C'est vrai, ça ne peut pas satisfaire aux attentes de tout le monde. Mais comme je l'ai dit tantôt, la santé de la population primera sur toutes les autres considérations. Quand vous voyez, pour ce qui est des écoles, vous avez vu qu'il y a eu des allègements avec l'ouverture, mais l'ouverture pour les classes d'examen. Ceci nous permet d'aller progressivement vers une ouverture complète en septembre. De la même manière, l'ouverture des écoles a été faite pour les écoles primaires et secondaires. Pour ce qui est des universités, les discussions sont en cours, ça sera bientôt, et il y a un bon travail sectoriel au niveau des ministères de l'enseignement supérieur, une adaptation sectorielle des activités avant l'ouverture, pour permettre maintenant l'ouverture méthodique et progressive au niveau des universités afin de finir l'année académique. Dans plusieurs pays en Afrique ou ailleurs, les cas de contamination de coronavirus repartent à la hausse. Respectons les mesures barrières en tout temps et en tout lieu. Il s'agit d'un ennemi invisible. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Tout le système solaire.